Bonjour à tous. Alors moi, je suis le docteur Prishan, je suis médecin psychiatre sur une équipe mobile du pôle centre Rive Gauche sur l'hôpital de Vinatier. Bon, on a dit quand même pas mal de choses ce matin. C'est vrai que je pense que les capacités d'attention en fin de matinée, c'est un peu compliqué. On a abordé pas mal de choses. Peut-être aussi que c'est des nouvelles choses dont vous avez entendu parler, ou peut-être aussi que c'est des choses dont vous avez entendu parler plusieurs fois et que ça peut paraître redondant à certains moments. Moi, j'ai un petit challenge, du coup, effectivement, parce que c'est pas facile de passer en fin de matinée, vu le timing, et c'est pas facile aussi, vu voilà, qu'on est bientôt midi et que c'est un peu compliqué. Peut-être qu'il y en a certains qui sont réveillés tôt ce matin. Donc, je me mets le challenge on va dire, en moins de 30 minutes. Je vais essayer en fait de raccourcir un petit peu là ce que je souhaitais vous présenter en moins de 30 minutes. Donc, je vous demande encore 30 minutes d'attention pour aborder avec vous en fait la décision médicale partagée en psychiatrie. J'avais volontairement en fait demandé à mon collègue Baptiste de plutôt prendre le PSI pour que ça fasse un peu une cohérence avec l'évaluation fonctionnelle et que je puisse un petit peu aborder la décision médicale partagée parce que ça fait un peu cohérence. C'était un peu le fil rouge avec toutes les thématiques que vous avez vues ce matin. Ça fait un petit rappel, un peu un petit résumé de tout ce que vous avez vu ce matin. Donc déjà, la décision médicale partagée en médecine, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est déjà se poser la question de comment on prend une décision en médecine. Donc déjà, effectivement, on a, en tant qu'interne, vous avez bien vu, on a fait des études de médecine, des études en fait, vous avez des cours pendant l'internat en fait de psychiatrie, et ça se base en fait notamment sur des recommandations, sur des résultats de la recherche, sur des connaissances en fait qu'on a, des connaissances théoriques. Et puis aussi, vous l'avez vu aussi en tant qu'interne, et puis je le vois encore en fait en tant que jeune psychiatre, on se base aussi sur notre expérience clinique, sur les situations qu'on a rencontrées et qu'on a vues. Et puis finalement aussi, il y a une troisième composante qui intervient en fait aussi quand on prend une décision en médecine finalement, et qui était peut-être pas forcément présente il y a quelques années auparavant, ce sont les valeurs et les préférences en fait des patients. Et ça, cette triade, c'est ce qui constitue, si on veut vraiment résumer très rapidement, la décision médicale partagée. Donc, en fait, le principe, c'est de confronter différents points de vue. Le point de vue des médecins, qui préconisent, en fait, là, je parle plus de médicaments parce que c'est une situation qui est vraiment la plus rencontrée en médecine. C'est les médecins qui préconisent un médicament ou une conduite à tenir en fonction sur la base de critères médicaux. Et puis les patients qui, eux, ont une vision différente, une stratégie différente, parce que c'est eux qui vivent effectivement les répercussions que la prise en charge a sur eux. Et puis, il est essentiel, en fait, de pouvoir discuter ces différents points de vue. Donc, on a le médecin qui dispense des informations et qui fait des propositions au patient qui, lui, renvoie des valeurs et des préférences. Et donc, effectivement, la décision médicale partagée, c'est le processus selon lequel le professionnel et le patient s'informent mutuellement pour parvenir à un accord commun sur la décision prise. Et c'est un échange qui est bilatéral, une délibération qui est interactive et une décision à la fin qui résulte en fait d'un accord commun. Donc, vous avez en fait une fiche HAS qui date de 2013 qui détaille un petit peu en étapes, avec une première étape de partage, communication, délibération et une étape en fait de décision acceptée mutuellement. Et l'étape 1, elle nécessite en fait effectivement des outils d'aide à la décision, parce que pour faire passer des informations et des propositions, pour que ce soit compris par le patient, il faut effectivement que ces outils soient adaptés. Là, je vous ai mis un tableau que j'ai trouvé en fait sur un article qui est intéressant en fait sur la décision médicale partagée en psychiatrie de Hamann et collaborateurs, qui date de 2003. Et en fait, effectivement, il distingue, la revue de littérature distingue 3 types en fait de décisions médicales qu'on peut prendre. Soit effectivement, en premier lieu, la première colonne, c'est la décision médicale un peu traditionnelle, avec, on va dire, une posture très paternaliste, où effectivement le rôle du docteur, du médecin est très actif, le rôle du patient en fait très passif. Et puis en fait, ça va dans une direction du patient vers
l'information va du médecin vers le patient. Et la troisième solution là qu'on voit à droite, c'est juste une information médicale, c'est-à-dire que dans certaines situations, là c'est plutôt l'inverse. C'est le médecin qui informe, mais juste basiquement le patient et qui dit, bon écoutez, c'est à vous de prendre la décision, moi je n'influe pas du tout sur vous, à vous de choisir. Et là, en fait, on est dans l'autre situation où effectivement la responsabilité, elle incombe totalement, en fait, on a l'impression que ça incombe totalement au patient. Et là, cette décision médicale partagée, vous aurez l'occasion de relire un petit peu chez vous ou de regarder un petit peu plus sur l'article, c'est bidirectionnel et interactif. Donc, ça bouleverse en fait la relation entre le médecin et le patient. Il n'y a plus de paternalisme, plus d'autoritarisme, et ça donne une place équivalente aux informations qui sont apportées par le médecin et aux informations qui sont apportées par le patient. Donc, on voit, là, je vous ai mis une capture d'écran en fait, de la fiche HAS. Il y avait une première fiche effectivement qui datait de 2013, et puis il y a des éléments, une autre fiche méthodologique pour élaborer une aide à la prise de décision partagée entre patients et professionnels de santé. En anglais, en fait, vous trouverez la dénomination de Shared Decision Making. Et en fait, on voit qu'il y a un intérêt qui est grandissant pour cette thématique depuis plus d'une dizaine d'années. Et quand on recherche en fait les articles scientifiques, il y en a de plus en plus qui abordent cette thématique, et notamment en fait dans le domaine de la santé mentale. Et c'est même devenu un critère de qualité de soins et ça fait l'objet de recommandations. Et donc, comment on met en place cette décision médicale partagée? Donc là, il y a pas mal de diapositives que j'ai prises, que j'ai récupérées en fait du docteur Asbart qui présentait d'habitude cette intervention. Et donc, effectivement, comment on met en œuvre en fait cette décision médicale partagée? On définit la situation d'abord pour que la personne en fait elle puisse un petit peu déterminer quel est le problème, quel est le nœud du sujet. On identifie que là, effectivement, dans cette situation, on doit prendre une décision. On présente les différentes options de traitement et de prise en charge avec effectivement une transparence en termes de éléments positifs et négatifs si on fait tel ou tel choix. On discute des bénéfices et risques. Et puis, effectivement, là, le patient, il fait part en fait de ses valeurs et de ses préférences. On s'assure de la bonne compréhension en fait du patient. On discute ensemble de manière interactive et on prend une décision et on prévoit ensemble les étapes suivantes. Il y a aussi en fait, je suis un peu rapide, désolée, mais là je vous ai remis en fait la fiche HAS 2018 que vous aurez l'occasion de revoir un peu plus profondément chez vous. Et en fait, on voit aussi, moi je trouve que c'est intéressant parce que dans cette fiche, ils abordent aussi le fait qu'il faut aussi inviter le patient à clarifier le rôle qu'il souhaite avoir dans la prise de décision. Parce qu'il y en a certains qui, effectivement, ne se sentent pas à l'aise avec le fait de participer à cette démarche de décision médicale partagée et qui ne veulent pas forcément s'impliquer. Voilà, il faut juste les informer et essayer de respecter, en fait, justement, cette décision du patient et adapter les modalités de communication. Parfois, le patient ne se sent pas en capacité de rentrer dans cette démarche-là, en tout cas a priori, parce qu'en fait, il a l'impression de ne pas avoir toutes les informations. Et c'est à nous, en tant que praticiens, d'adapter en fait justement nos discours pour le faire sentir plus à l'aise pour que justement cette démarche elle puisse se faire. Et puis là, on en arrive à la psychiatrie. Donc, on a parlé de la décision médicale partagée, les grands principes. Et là, en psychiatrie, comment est-ce qu'on pourrait appliquer en fait ce processus? Alors, pardon. Alors, pourquoi pourquoi c'est pas si simple? Ah, c'est mieux comme ça. Pourquoi c'est pas si simple en psychiatrie? Parce que il y a des études qui ont montré que les professionnels, ils ont le sentiment de percevoir intuitivement les besoins du patient. Donc forcément, s'ils ont l'impression de les percevoir intuitivement, ils vont pas forcément penser en fait à demander l'avis des patients. Et aussi, ce qui peut poser question, c'est que on peut penser qu'en psychiatrie, les pathologies traitées, elles sont traditionnellement associées à une altération de la capacité de jugement, en tout cas à certains moments de la prise en charge. Donc forcément, on se dit, OK, comment est-ce que je pourrais concilier ce processus de décision médicale partagée selon le moment en fait, où la personne, elle est ou pas en capacité de juger. Et aussi, ce n'est pas évident parce que ça nécessite une révision de la position du praticien dans une pratique de la psychiatrie qui, effectivement, est en évolution, mais depuis pas si longtemps que ça, et une prise de distance par rapport à son propre savoir.
Et pourtant, c'est recommandé parce que là, je vous ai mis les recommandations en fait du National Institute for Health and Care Excellence qui recommande en fait qu'une approche de décision médicale partagée devrait en fait être mise en place en psychiatrie. Et en reprenant en fait justement l'article de Hamann et collaborateurs, ils expliquent que la majorité des patients qui souffrent de schizophrénie souhaiteraient être associés en fait aux décisions qui concernent leur traitement. Et en fait, il faudrait favoriser l'identification de ces préférences, valeurs et attentes des patients pour soutenir en fait cette mise en place de la décision médicale partagée en santé mentale, ce qui n'est pas forcément évident en fait vu la diapo précédente. Mais il y a quand même des bénéfices, notamment on voit que ça reprend un petit peu la présentation du docteur Dubruck, un peu avec l'autostigmatisation aussi. La décision médicale partagée, c'est un outil qui est très important pour l'engagement dans les soins en fait, des patients. Ça permet le fait d'avoir discuté de manière très interactive, ensemble, en collaboration en fait, avec le patient. Ça permet une meilleure implication du patient, une diminution des conflits, moins de persécutions, une adhésion à la psychoéducation. Et on le voit notamment dans le contexte des psychoses, des premiers épisodes psychotiques. Du coup, forcément, il y a moins d'arrêts, moins d'interruptions des soins et donc forcément moins de taux de rechute. Et aussi, des études démontrent que ça c'est plus en général en médecine, ils démontrent que la décision médicale partagée améliore le pronostic clinique et la qualité de vie des patients. Même si les données elles sont encore insuffisantes en psychiatrie, c'est plutôt encourageant. Et puis, on peut imaginer qu'effectivement, c'est le cas en fait pour la psychiatrie. Et puis, il y a l'aspect éthique aussi. On l'a vu là dans la deux diapos précédentes que les patients, en fait, ils aimeraient être impliqués beaucoup plus en fait dans les décisions médicales qui les concernent. Donc, pour résumer un petit peu les bénéfices, ça favorise l'observance du traitement et donc optimise les résultats thérapeutiques. Ça a plus de sens dans les pratiques actuelles et ça va de pair avec le fait de ne pas se concentrer uniquement sur la maladie, mais surtout sur le patient. Et là, c'est un petit peu tout ce que vous avez vu ce matin sur les approches qui sont orientées rétablissement. Le fait de changer un petit peu son positionnement, du coup, ça a des bénéfices. Bon, est-ce que là, pour l'instant, ça va? J'ai été ultra vite et comme ça, il me reste un quart d'heure pour faire la deuxième partie du cours. En pratique, comment on fait? Parce qu'on a vu qu'effectivement, la décision médicale partagée en médecine, là, on est passé en fait en psychiatrie, on a vu que ce n'était pas forcément évident à mettre en place. En pratique, c'est en fait tout ce que vous avez vu ce matin. On fait un petit peu le lien, un petit peu un résumé en fait de tout ce que vous avez vu ce matin. Déjà, en termes de traitement médicamenteux, ça reprend un petit peu ce qui avait été dit en fait par le docteur Dubruck, le fait de partager des supports de décision, informer en fait sur les effets indésirables, la tolérance des antipsychotiques, qu'est-ce que la personne en fait est en capacité d'accepter aussi, on adapte en fonction. Et pour cela, je l'ai déjà dit en fait en première partie, il faut utiliser des outils qui sont centrés patients, des outils en fait que les personnes puissent comprendre et qui puissent être utilisés en fait à deux pour cette démarche en fait de réflexion commune. Donc là, je vous ai remis en fait une diapo du docteur Asbart que vous pourrez regarder en fait chez vous. Mais ce qu'il faut retenir en gros, c'est un document en fait qui a l'attention des patients pour réfléchir par rapport au traitement médicamenteux. S'il y a des effets indésirables, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles pourraient être les options en fait qui peuvent être envisageables? C'est-à-dire soit on continue à prendre le traitement, soit on ajuste en fait le traitement, soit on arrête le traitement. Et pour aider à réfléchir un petit peu, quels sont les avantages si je prends telle ou telle option, quels sont les risques, comment est-ce que je pourrais réduire les risques et comment cela peut-il affecter mes activités habituelles pour pouvoir réfléchir ensuite ensemble avec le praticien de la meilleure manière en fait d'aborder les choses par la suite pour trouver en fait justement consensus pour pouvoir avancer. Ça, c'est la première mise en pratique évidente, c'est au niveau du traitement médicamenteux. Parce qu'effectivement, nous, on a nos connaissances en fait en termes de pharmaco, mais on le sait très bien, on l'a bien vu en fait au niveau de notre pratique clinique, un traitement ne va pas faire le même effet, ne va pas être toléré de la même manière également par tel ou tel patient. Et ça, en fait, les effets secondaires, ce qu'ils ressentent et tout ça, ça,
on peut pas le deviner en fait. Il faut que ce soit partagé en fait par le patient. Est-ce que la personne accepte aussi? Quelle est sa limite? Ça aussi, en fait, ça, on peut pas le savoir parce qu'il y a des patients qui tolèrent totalement, enfin, qui certains effets secondaires pour eux sont insignificatifs, enfin, insignifiants, alors que pour d'autres, c'est quelque chose qui est vraiment très difficile pour eux. Notamment, par exemple, je sais pas, la prise de poids. Il y en a certains qui se disent, bon, ok, ben moi, ça m'est égal si le traitement est efficace, la prise de poids. Mais il y en a d'autres, la prise de poids, c'est quelque chose qui leur envoie quelque chose de très violent. Et pour eux, en fait, ça peut être un gros facteur de rupture de traitement si jamais, en fait, on n'a pas accédé, on n'était pas à l'écoute, en fait, de tout ça. Et puis aussi, ben, le deuxième application pratique que je vais aborder, c'est en fait ce que Baptiste a évoqué avec vous tout à l'heure, donc le PSI, pour un petit rapide, petite fiche récapitulative de ce qu'il a dit tout à l'heure. Effectivement, ben, on essaye de recueillir les objectifs propres de la personne, les compétences passées et présentes, les connaissances acquises et le vécu expérientiel, les ressources personnelles et environnementales. On essaie de recueillir un petit peu tout ça lors d'entretiens plus ou moins longs en fonction de ce qu'on recherche, en fonction de notre contexte. Et ensuite, ça nous permet de formuler des demandes de prise en charge, définir des objectifs qui sont appropriés. Et dans un deuxième temps, on co-construit un support qui est partagé entre la personne accompagnée et l'intervenant ou même les intervenants dans sa prise en charge. Ça permet un parcours sur mesure en fonction du stade de rétablissement. Donc ça aussi, c'est important. Parce qu'au début, on se posait la question, on se disait, bon, en psychiatrie, bah, des fois, il y a des stades où la personne, elle n'est pas forcément en capacité de jugement. Il y a des stades où la personne, elle n'est pas forcément au même point. Hein. C'est ça la particularité d'un trouble psychique. Et ben, du coup, le PSI s'adapte à ça en fonction du stade de rétablissement de la personne. On va plus ou moins loin en termes en fait, de ce qu'on peut proposer. Et puis, les outils thérapeutiques, ils sont choisis en fonction de ces objectifs et des compétences qui sont à renforcer. Et ce PSI, ce document-là, ça permet de rendre le parcours cohérent pour la personne qui est accompagnée. Et puis aussi, bien évidemment, ça favorise tout ce qui est motivation, implication, autodétermination et empowerment. Et ça sert de référence tout au long du parcours. Et c'est pour ça que c'est nécessaire aussi de réactualiser très fréquemment. Et là, on voit en fait effectivement aussi cette notion de co-construction et de partage. Et ça, cette étape-là, elle est permise par justement ce processus de décision médicale partagée. Enfin, décision médicale partagée, mais ce n'est pas forcément avec un médecin. C'est le même principe en fait finalement. Et puis, dernière mise en pratique que je peux aborder avec vous, c'est aussi les directives anticipées en psychiatrie. En fait, on l'a vu avec Philippine tout à l'heure, c'est un principe en fait qui est tout récent. Ça aussi, en fait, ça bouleverse totalement. C'est comme voilà tout le principe de décision médicale partagée que j'aborde depuis tout à l'heure. Ça fait changer en fait la posture du professionnel parce que les directives anticipées, même si c'est rédigé accompagné par un père aidant la plupart du temps, ça peut l'être aussi, en fait, elle l'a dit tout à l'heure, par un professionnel en fait de la santé mentale et ça peut être aussi en fait par un médecin. Donc, c'est associer en fait la personne aux décisions qui est relative à son traitement, y compris en période de crise. Donc, forcément, on est obligé en fait d'être à l'écoute des attentes et des valeurs en fait de l'usager pour établir une relation de partenariat plutôt qu'une relation d'assistance. Et ces directives anticipées en psychiatrie, elles permettent en fait une meilleure acceptation et une observance des choix thérapeutiques et puis un soutien au processus d'autonomisation et de rétablissement de la personne. Et donc là, déjà, en fait, dans les trois options qu'on voit, on a vraiment le point commun du fait d'impliquer en fait la personne, de mettre l'usager en fait au centre de sa prise en charge. Ben, ce qu'on retrouve en fait vraiment, c'est le fait que la personne, elle accepte mieux, elle est plus impliquée, il y a une meilleure motivation. Et puis aussi que ça permet en fait de reprendre aussi le pouvoir d'agir sur son parcours, sur ce que la personne en fait elle ressent. Et effectivement, bah, c'est à adapter vraiment à la personne qu'on a en face de vous et au stade dans lequel elle se trouve. Et ça, en fait, ce principe-là d'impliquer en fait l'usager dans la décision, c'est ce qui fait en fait finalement si vous avez du mal à saisir ce que c'est la réhab en fait finalement, que vous avez l'impression que c'est difficile à mettre en place vous de votre côté, que des fois il n'y a pas forcément les moyens,
rien que ce positionnement et cette philosophie-là, le fait de vous re-questionner en fait dans votre position de praticien et de se dire bah, je vais essayer de regarder avec la lunette de l'autre personne qui est en face de moi, parce que finalement c'est elle qui vit la maladie, c'est elle qui va subir, on va dire, toute la prise en charge en fait qu'on va lui proposer. Rien que ça, en fait, déjà, vous êtes dans une démarche de soins orientés rétablissement. Et donc, en fait, les messages clés, j'ai été très rapide, voilà, mais vous aurez l'occasion de creuser un petit peu plus. Je vous ai donné les références bibliographiques et puis renseignez-vous en fait par rapport à ça. Mais ce qu'il faut retenir, et puis c'est aussi ce qu'il faut retenir, je pense, de cette matinée, c'est que la décision en médecine et la décision en psychiatrie, hein, actuellement, ça implique un processus qui est bidirectionnel. Et le moment d'une décision, en tout cas des périodes clés où on essaye d'avancer en fait dans le projet de la personne, c'est un temps clé qui doit être formalisé avec la personne. Et puis, on l'a bien vu aussi, impliquer le patient, impliquer l'usager dans sa prise en charge, ça améliore en fait la qualité de soins. Et puis, il y a de nombreux outils qui sont vraiment mis en place en fonction des situations, parce que ça peut être mis en place en fait seulement si on arrive à communiquer d'une manière où on peut être compris l'un et l'autre. Et ça, justement, bah, il y a de nombreux outils qui se développent de plus en plus en fait par rapport à ça. Donc voilà, j'ai même fait plus court que ce que je pensais. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me solliciter par mail. Et j'espère que malgré le fait que j'ai un peu speedé, c'était assez compréhensible et que ça a permis en fait de mettre un peu de cohérence en fait sur la matinée assez dense que vous avez eue ce matin. Merci. Merci Mélanie, c'était très clair. Ce qui va faciliter la tâche aussi, c'est que la session est enregistrée grâce à Zoom. Merci Marie-Claude d'être ici. Merci Lorraine de Souza, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir avant. Donc normalement, on va faire en sorte que